Amis lecteurs, bonjour et bienvenue donc sur cette deuxième sortie des grandes tribunes de la semaine. Nous sommes bel et bien ce mardi 15 septembre de l'an de grâce 2020. De toute manière, l'actualité semble être très intense en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord et bel et bien à travers le monde entier. Pour ce jour, une bonne brochette d'ailleurs pour vous permettre de maîtriser toute la quintessence de l'actualité africaine. Ça sera par le soin de nos consultants qui sont déjà sur ce plateau et nous aurons un sur le studio de Yaoundé, au plateau central de Yaoundé, Pierre Clavin Kodo. C'est pas vous que nous ouvrons. Bonjour, Pierre Clavin Kodo, le directeur de la publication de Horizon Nouveau. Vous êtes également sur le plateau de Yaoundé ce matin pour décrypter l'actualité. Bonjour. Bonjour Raoul, bonjour à nos milliards de téléspectateurs dans le monde au-delà. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve ce matin depuis la capitale économique, politique camerounaise où je séjourne depuis quelques jours pour des raisons professionnelles. Voilà, j'espère qu'une fois de plus, nos téléspectateurs seront satisfaits par nos explications. Vous avez si brillamment la tenue Afrique Média chez vous. Vous êtes un fervent directeur de publication d'Horizon Nouveau Plus. Merci pour cette invitation ce matin. À vous également, Thierry Niobet est le directeur de la publication de Confidentiel. Il est aussi le promoteur d'une chaîne en ligne appelée Reflet d'Afrique. Il est avec nous sur ce plateau. Thierry, bonjour. Bonjour Raoul Clépin. Bonjour également à tous les téléspectateurs de cette belle et prestigieuse émission. C'est un plaisir d'être là ce matin. Merci pour l'invitation que vous me faites. La précision vaut peut-être la peine, c'est Thierry Niopé avec P et Reflet d'Afrique Télévision et d'un média 7 en ligne, parce que nous voulons tutoyer tous les segments de la communication. Nous avons commencé par un média en ligne, mais d'ici à la fin de ce mois, nous allons arroser 43 pays de l'Afrique centrale à travers le satellite RASCOM. Donc nous sommes petitement en train d'arriver dans ce grand monde pour accompagner justement l'Afrique de manière globale, de manière holiste. Comme son nom le veut, Reflet d'Afrique, nous voulons être le miroir de l'Afrique et présenter une autre image de l'Afrique par rapport aux autres continents, aux autres pays du monde, parce que loin des carcans traditionnels où on présente toujours l'Afrique comme cette terre de misère, de souffrance, non, l'Afrique a des valeurs et il est davantage question pour nous de le promouvoir. De toute façon, on vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur également et surtout beaucoup d'encouragement sur ce projet qui semble s'étendre et qui voit déjà le jour, il faut le dire. Pour le Cameroun, avec le messager qui est en kiosque, notamment le journal parle bel et bien de cette marche du mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais le ministre de l'administration territoriale, Atangadji, prépare déjà ses ruches d'abeilles, selon nos confrères donc, du quotidien nos messagers. On sort de cette une très rapidement aussi. Nous restons au Cameroun avec le quotidien Le Jour qui parle de la répression. Les cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun sous surveillance. Selon nos confrères donc, du quotidien Le Jour. Alors Thierry Norbert, on y va vers une situation qui risque d'être très dangereuse le 22 septembre prochain, d'autant plus que c'est la date que ces militants du MRSI entendent donc envahir les rues du Cameroun pour demander le départ du président de la République. Il s'agit d'une désobéissance civile qui semble être pointée à l'horizon. Et là, est-ce que dans des situations pareilles, le pouvoir devrait tout simplement observer? Non, le pouvoir est dans son rôle. Comme je l'ai toujours dit, le gouvernement camerounais est dans son rôle. Il a pour devoir d'assurer la protection des personnes et des biens. Il est inconcevable justement que si vous avez lu la déclaration de manifestation formulée par les cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'entête est carrément subversive. On ne peut pas permettre justement, on ne peut pas organiser une manifestation avec pour seule volonté de chasser du pouvoir celui qui incarne le pouvoir, notamment le président de la République. Et c'est malheureusement ce qui est enregistré dans ces déclarations de manifestation. Donc, eux-mêmes savent qu'en organisant ces manifestations-là, ou en les déclarant en l'état, le sous-préfet territorialement compétent ne pourrait en aucun cas leur accorder l'autorisation de manifester. Et ils savent justement que par rapport à cela, compte tenu des délais
de rétraction et tout cela, ils vont d'une manière ou d'une autre forcer. Et s'ils forcent, il est clair que le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandi, étant également celui-là qui est détenteur de la violence légitime, parce qu'il représente l'administration territoriale, l'État, dans ce cadre-là. Et au-delà d'être d'ailleurs ministre de l'administration territoriale, il est quand même l'une des personnes les mieux renseignées au Cameroun, parce qu'il est secrétaire général en fait de non, mais c'est vrai qu'il a été au secrétariat général à la présidence de la République. Il gère en ce moment le Conseil de sécurité. Voilà, en fait, je parlais du Conseil de sécurité. Il est le secrétaire général du Conseil de sécurité du Cameroun, donc c'est l'une des personnes les mieux renseignées au Cameroun. Peut-être il détient des éléments assez probants qui nous permettent de croire aujourd'hui que si ces manifestations sont organisées en l'état, le risque de subversion peut être relevé. Et je vous rappelle qu'au moment où le MRC prépare des marches, des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais également se préparent pour contre-attaquer et pour contrecarrer ces marches-là. Imaginez donc qu'au cours de cette journée du 22, les deux camps s'affrontent, il y aura nécessairement écoulement de sang parce qu'il y aura des échauffourées. Et au niveau de la diaspora camerounaise également, ils ont dit que si une seule goutte de sang coule ce jour-là, ils vont procéder au saccage des ambassades dans toutes les représentations diplomatiques camerounaises à l'étranger. Donc, il est tout à fait normal pour le pays, pour le gouvernement, d'essayer d'amortir le choc pour que cela n'arrive pas. C'est pour ça qu'on demande aux responsables du MRC et à tous les Camerounais qui voudraient descendre dans la rue ce jour-là que cela ne profiterait pas au Cameroun, parce que le Cameroun à lui seul est déjà sur plusieurs fronts. Il y a le front du nord-ouest et du sud-ouest, il y a le front de l'extrême nord, disons de la partie septentrionale avec Boko Haram, il y a le front de l'est avec les rebelles de la Seleka. Si on s'ajoute maintenant, ou si on ajoute le front de l'insurrection, je crois que ça ne sera pas parti pour s'arrêter d'aussitôt. En tout cas, une lettre de Bila Assoté, Sa Majesté Chief Bila Assoté, le professeur Bila Assoté qui vit en exil, il faut le dire depuis quelque temps, recommande à l'armée camerounaise d'être assez vigilante, de ne pas céder à ces vaines passions qui voudraient mettre le Cameroun dans le feu et dans le sang, estimant d'ailleurs que l'armée a le devoir de protéger les Camerounais et leurs biens, quelles que soient les origines qu'ils prétendent y avoir. De toute façon, le gouvernement camerounais ne cédera certainement pas à cette mauvaise action qui s'agit pour certains une lâcheté politique. De toute façon, vous allez lire la suite contenue dans le quotidien Le Jour qui est en kiosque également ce matin. On sort de cette une très rapidement pour Cameroun Tribune qui évoque d'ailleurs cette candidature au régional, des preuves donc de la sélection. Pierre Claver Kodo, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais aux avant-gardes. Le parti voudrait, comme à son habitude, investir ses candidats. Oui, de plus en plus, et comme toujours d'ailleurs, on réalise quand même que le RDP c'est une énorme machine où règne une certaine discipline et qui contrôle tout le jeu politique de manière endogène. On ne peut donc pas être surpris de voir le RDPC s'assurer, investir des candidats, même si cela fait ombrage au jeu politique, au jeu démocratique en principe. Mais c'est un parti politique qui doit veiller sur la qualité des hommes qui le représente dans toutes les institutions de la République. Je crois qu'il est tout à fait normal que ce parti procède à une sélection rigoureuse des candidats qui vont le représenter au niveau des régionales, parce que si jamais ces candidats, une fois élus, se comportent comme on voit certains migrés, certains candidats de certains partis aujourd'hui prendre des positions à l'encontre de leur chapelle politique, alors là, ce sera tout simplement du désordre, et il est normal, à mon avis, que le RDPC veille sur la qualité des hommes qui les représenteront au sein des conseils régionaux. Ok, on sort de cette une dose de Cameroun Tribune, nous restons en Afrique centrale, et précisément au Cameroun, forcément avec le concours d'organisation, on y va très rapidement, avec cette autre une
mutation qui est en cours ce matin. Cette une de mutation revient sur ce contentieux à la Fédération camerounaise de football. Le journal nous dit d'ailleurs que la FECAFOOT boit l'OTAS. Il faut dire que le tribunal arbitral de sport a demandé à la Fédération camerounaise de football de réhabiliter la Ligue de football professionnel. Alors, il faut dire que le général Pierre Semingue, le président de cette ligue, avait été mis de côté l'année dernière. Il n'a pas cédé à cette humiliation. Il a donc saisi les instances fêtières du football, les plus hautes d'ailleurs, pour revenir à la raison. Vous direz d'ailleurs tout cela contenu dans les colonnes de mutation. Le journal est en cœur. Ce matin, on sort de cette une. Nous restons au Cameroun avec Leader Presse. Cette une des Leader Presse parle de la gouvernance, parlant bel et bien de Ketia Koutes, qui trahit la confiance donc de Chantal Biya, le ministre de l'administration territoriale. Le ministre de l'Habitat et du Développement humain semble être en souci. C'est donc nos confrères de Leader Presse. On sort de cette une rapidement pour le confidentiel également sur ce plateau. Thierry Niobet, son directeur de la publication, est là pour nous dire tout. On évoque presque pourquoi Célestine Ketia Koutes veut tuer son ancien patron. Avez-vous une question? Avez-vous une réponse à cette question-là? Oui, c'est simple. Raoul Pepin, il faut simplement dire que c'est une affaire qui date de pratiquement 13 ans, depuis 2007. Célestin Kétianga, qui est par ailleurs sénateur camerounais, à l'époque, il était simplement opérateur économique, il n'occupait pas de fonction politique, il ambitionnait aller à l'Assemblée nationale. Compte tenu donc de ses multiples affaires, de ses multiples casquettes, il a dû faire confiance à l'époque à son ancien directeur général. Malheureusement, on peut dire directrice générale parce que cette personne n'était autre que Célestine Ketia Koutes, avec qui il avait planifié un certain nombre d'actions sur le plan entrepreneurial parce qu'elle était en même temps directrice générale de Africa Business Company SA, je crois, c'était l'entreprise. C'est l'entreprise de Célestin Kétianga. Et c'est elle qui était chargée justement de gérer tout cela au quotidien. Entre-temps, toutes les signatures, il faut le dire. Voilà. Entre-temps, il met sur pied une autre structure avec le concours des Sud-Africains avec des Indiens. Ne pouvant donc pas être partout, il est nommé à l'époque comme président du conseil d'administration avant, par la suite, de laisser une fois de plus cette fonction à la sœur du chef de l'État. Vous voulez parler de Madame Ménieu Bondo. Il faut citer. On appelle Chacha, c'est bel et bien ça. D'accord. C'est Madame Ménieu Bondo. Il décide donc de laisser cette fonction-là à cette dernière qu'il amène lui-même dans les affaires compte tenu de son emploi du temps chargé. Madame Célestine Ketia Koutes sera donc envoyée du côté de la nouvelle société qu'ils vont appeler Queenfish Company SA. Queenfish Company SA était une entreprise qui avait le vent en poupe. On se rappelle d'ailleurs lors de la première 650 conférence. millions de capital. Non, avec plus d'1 milliard de chiffres d'affaires la première année réalisée. On se rappelle que lors de la première conférence de presse organisée à l'époque où la société était en bisbille avec la société anonyme des poissonneries populaires, c'est dans le bureau de M. Célestin Kétianga que Dame Koutes Aranguet discutait avec la presse camerounaise invitée au cours de cette rencontre. Donc tout démontre en fait que tout tournait autour de ce monsieur. Il se trouve que nommé une fois de plus, nommé à Queenfish Company, cette dernière ayant flairé le goût de, et on dit souvent en Afrique que l'appétit vient en mangeant, s'est vu pousser des ailes. Alors, elle décide donc, du poisson. Voilà, je vous dis 1 milliard de chiffre d'affaires la première année, vous pouvez comprendre, c'est quand même 1000 millions. Alors, elle décide donc, courant 2015, de créer une société en mai, pour être plus précis, de créer une autre société autour de la société Queenfish Company. Le stratagème était digne des sociétés savantes. Elle crée Queenfish Cameroun SA. Ça veut dire QFC, parce que Queenfish Company avait pour sigle QFC SA. Elle crée donc Queenfish Cameroun SA. QFC. Elle écrit au directeur général du port autonome de Douala en lui demandant que le bail que vous vouliez donner à Queenfish Company, il faut plutôt le donner à Queenfish Cameroun, parce que les deux entreprises sont des entreprises sœurs. Première
magouille. Jusque-là, elle ne dit à personne. Entre-temps, elle réussit à mettre Queen Fish Company en liquidité et c'est par voie de presse, parce que la liquidation l'oblige, c'est par voie de presse, notamment par Cameroun Tribune, que les actionnaires de Queen Fish Company constatent et se rendent compte que... Qui sont les Indiens pour la plupart, il faut le préciser. Oui, les Indiens avaient une bonne partie de l'actionnariat. Le sénateur Ketchanga en détenait pratique plus... 89% Voilà, donc, non, c'était l'ensemble de l'actionnariat, c'est les 5 Ketchanga et les Indiens qui tenaient autour de 89%. Madame Coutez étant montée, parce qu'elle était à 5%, donnée gracieusement par M. Ketchanga, elle est montée par la suite à 10%. Et Madame Mengue, pour être PCA, on a dû, il fallait également lui donner quelques actions. Donc voilà comment tout est monté de toutes pièces. Alors, quand M. Ketchanga constate donc qu'il est flué, décide donc d'attaquer Madame Coutez en justice. Pendant quelques années, l'affaire évolue et en 2011, coup de théâtre, elle est condamnée justement à payer des dommages et intérêts de près de 650 millions de francs CFA à monsieur. On dit avec Ketchanga. 1 an d'emprisonnement ferme et 3 ans souci. Voilà, donc il se trouve malheureusement qu'elle ne se présente pas au tribunal, elle réussit à dribbler tout le monde, elle finit par s'en sortir, on ne sait par quelle alchimie. Elle est élue entre-temps, il faut le souligner, maire de la commune de Banganté. Elle use donc de tous les stratagèmes pour pouvoir faire tourner l'affaire. Elle contre-attaque, elle interjette appel, l'affaire remonte au niveau de la grande instance. Une fois de plus, la belle est condamnée plus à la somme faramineuse que j'ai évoquée tout à l'heure, on parle de 15 millions. L'opérateur économique, M. Ketchanga, n'est pas d'accord, contre-attaque une fois de plus, il part en cassation. Pour la Cour de cassation. Revient à la cassation, on casse l'affaire, on la ramène au tribunal de grande instance du côté de Bonanjo, ici à Douala, Cameroun. Donc, voilà en fait l'affaire. Il se trouve donc, elle, entre-temps, réussit à tisser ses liens grâce à M. Ketchanga. Elle réussit à entrer dans le cœur de la famille présidentielle parce qu'elle connaît entre-temps Mme Boucham, qui était la mère de la première dame, décédée paix à son âme. Elle connaît, grâce toujours à M. Ketchanga, la sœur du chef de l'État, qu'elle réussit à nommer d'abord, que M. Ketchanga a réussi à nommer PCA de Queen Fish Company. Elle détourne la sœur du chef de l'État, Madame, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qu'elle nomme PCA de Queen Fish Cameroun. Donc elle est à la fois, parce que Queen Fish Company, mise en délibération, mise en liquidation, la liquidation a été interrompue parce qu'elle était entachée d'irrégularité. Donc elle est à la fois PCA de Queen Fish Company, Queen Fish Cameroun, et l'affaire remonte. Donc maintenant qu'on casse la décision, les avocats des deux parties décident en principe de revenir là-dessus. Et M. Ketchanga décide donc en même temps de reposer le problème. C'est pour ça que ces avocats ont dit, lors des prochaines audiences, on va également mettre sur la place le nom de la... Madame Meunier Bondo, qui est la PCA, et la petite en même temps de Queen Fish Company. Et malgré le refus de l'opérateur économique, M. Ketchanga, mais les avocats sont déterminés parce que c'est l'une des pièces maîtresses qui pourra dire à la justice camerounaise exactement ce qui s'est passé. Mais il se trouve que, compte tenu du fait qu'elle a été maire de Banganté, compte tenu du fait qu'elle est rempilée, elle est quittée de là pour être promue ministre de l'Habitat et du Développement urbain, vous l'avez souligné tout à l'heure. Elle a donc mis son premier adjoint, qui était en fait l'une de ses cooptations. Monsieur Ketchanga étant donc, voilà d'où vient le problème justement, Monsieur Ketchanga étant donc natif de Banganté, décide par un malheureux concours. Je vous suggère de revoir ce plan-là très prochainement. Il s'agit de son extrait d'acte de naissance qui refuse d'être signé par le maire. C'est ce que je voulais évoquer. On y reviendra. Pierre Claver Kodo, vous avez donc une dame avec autant de griefs qui a quand même été nommée, qui a reçu l'espoir d'être nommée membre du gouvernement, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. On peut se demander par quelle alchimie. Et d'ailleurs, nous allons convoquer cette une de Mordicus qui est également en kiosque, qui évoque cette alchimie, qui se demande par quelle alchimie a-t-elle pu être nommée membre du gouvernement. Alors, Pierre Claver Kodo, finalement, on se demande comment nomme les ministres dans ce pays avec autant de griefs. Vous êtes au tribunal pendant que le tribunal
sort une succession de condamnations, on se permet quand même de proposer votre nom au chef de l'État qui vous nomme. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'on a là, si ce n'est un gouvernement d'incertitude, mais plutôt avec des personnes incrues qui ne peuvent pas donner un rendement tout à fait performant tel que le veut le chef de l'État? Mais plutôt avec des personnes incrues qui ne peuvent pas donner un rendement tout à fait performant tel que le veut le chef de l'État. Oui, ça suffit tout simplement que la plupart de ceux qui sont nommés au sein de d'autres gouvernements et même des entreprises à capitaux publics ne sont pas toujours présentés au chef de l'État sous leur véritable visage. Donc, il s'agit donc de la manipulation des CV et des enquêtes de moralité qui, en fait, devraient précéder ces importantes nominations. Et donc, il s'agit davantage d'une affaire des réseaux. Et des réseaux qui, lorsqu'on s'inspire de l'exemple de Ketia Courtès, ne peuvent donc pas servir l'intérêt de la nation, au contraire, l'intérêt des réseaux qui les ont placés là où ils se trouvent. Et cela peut se matérialiser lorsque vous voyez comment est-ce que le Cameroun se construit, comment est-ce que les routes se construisent, comment est-ce que les ponts s'effondrent, comment est-ce que le pays marche. Le pays marche en fait non pas dans l'intérêt de tous les Camerounais, mais dans l'intérêt de quelques groupes de pression, de quelques lobbies qui ont pris sur eux d'être des faiseurs de rois. C'est donc comme ça que par effraction, on va se retrouver à la tête de certains départements ministériels et de certaines sociétés à capitaux publics, des gens qui n'ont pas, qui ne jouissent pas d'une moralité, des gens de mauvaise moralité, faut le dire comme ça, comme le cas de cette dame qui illustre la une du confrère Mordicus et qui logiquement n'aurait pas dû être nommé dans le gouvernement. Malheureusement, Dieu seul sait comment ça s'est passé pour qu'elle se retrouve là, mais vous évoquez là le nom d'une très proche de la famille présidentielle. Peut-être que c'est celle-ci qui aurait pesé de son poids pour que justement Ketia Courtès se retrouve dans le gouvernement. Ça suffit simplement que la plupart de ceux qui se retrouvent à la tête de nos départements ministériels n'y se retrouvent pas grâce au mérite, mais s'y retrouvent grâce aux cooptations, et c'est dommage. Sinon, la place de Ketia Courtès n'est pas véritablement au regard de son passif, n'est pas dans le gouvernement, sa place serait certainement ailleurs. Et c'est la même chose pour plusieurs membres du gouvernement, comme je disais tantôt, ou pour plusieurs directeurs généraux, bref, pour plusieurs hauts responsables de notre administration publique qui, en fait, se retrouvent à des postes stratégiques par effraction, par cooptation, et qui, en fait, à ce titre-là, ne servent donc pas l'intérêt général et sont plutôt des espèces de petits bandits qui se servent de leur position pour continuer à narguer la République. C'est reparti pour le 6 octobre prochain à la Cour d'appel du littoral pour ce procès marathon. Il faut dire que ce procès dure déjà depuis fort longtemps, enclenché en 2008, nous y sommes déjà en 2020. 12 ans, ce procès qui jusqu'ici n'a toujours pas rendu son verdict parce que les juges se sentent très embarrassés d'avoir en face d'eux un membre du gouvernement tant problématique. Au nom donc de la solidarité gouvernementale, ils sont donc parfois obligés de se soumettre aux injonctions qui viennent parfois de la haute hiérarchie, leur demandant certainement d'avoir des coudées pas du tout franches, mais plutôt d'être très très souple quant à des sanctions qui peuvent y arriver. De toute façon, la loi doit être dite et le droit doit être fait, et il faudra certainement décharger cette dame de ses fonctions ministérielles, qu'elle en finisse d'abord avec la justice camerounaise avant peut-être d'être nommée si elle se sent un jour innocentée par la justice camerounaise. De toute façon, Thierry Duhamel. En fait, c'est comme ça que ça se passe dans les pays sérieux. Quand vous êtes impliqué dans une affaire, dans une procédure judiciaire, vous arrêtez d'abord toute fonction, vous occupez d'abord de vos dossiers, de vos casseroles. Si vous êtes blanchi, on peut vous rétablir. Si tel n'est pas le cas, vous allez vous voir ailleurs. Mais malheureusement, on n'a pas pu aborder un aspect très important de cette injustice qui continue de perdurer du côté de Bangang Théo, de toutes les actions que cet opérateur économique fait au quotidien pour sa population. Aujourd'hui, il n'arrive même pas à obtenir un simple extrait d'acte
acte de naissance, alors que il a tous les documents qu'il faut pour cela. Au niveau de avec ses partenaires, ça lui pose des problèmes. Même sur le plan politique, ça lui pose des problèmes. Il est aujourd'hui sénateur suppléant au Cameroun, mais n'arrive pas à avoir l'extrait d'acte de naissance, un document qu'il a toujours eu du côté de Banganté dans cette mairie-là. Aujourd'hui, que le maire en fonction est un protégé de Madame Cortez, il refuse de manière délibérée de lui délivrer ce document qu'il a eu toujours dans cette même mairie, simplement parce qu'il aurait reçu des injonctions. Il a été député en 2007, il a été effectivement, il a été candidat en 2013, malheureusement il n'a pas été retenu. Il est sénateur suppléant avec le même acte de naissance. On ne comprend pas comment, au-delà de toutes ces fonctions-là, pas nominatives, mais électives, aujourd'hui, il ne peut pas avoir le même document qu'il a toujours eu depuis que la justice camerounaise, après qu'il ait perdu son acte de naissance, que la justice camerounaise lui avait remis un jugement supplétif pour lui permettre de se faire établir un acte. Ce qu'il a fait, aujourd'hui, on le refuse simplement d'avoir un extrait d'acte de naissance, de cet acte de naissance qu'il a pourtant dûment fait du côté de la mairie de Bangoua. En tout cas, on espère que Madame le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain reviendra dans ses meilleurs sentiments et essaiera de faire la paix avec son cousin, il faut le dire, et c'est quand même ce sont des cousins directs. Donc, elle peut faire la paix. Sa posture de ministre, d'ailleurs, lui donne quand même ce pouvoir de refaire la paix. On appelle ça la paix des braves. Il n'y a rien à aller dire, j'ai fait du mal, je m'excuse, et maintenant, je voudrais qu'on regarde tous de là-bas. Il n'y a pas de mal à cela. Ce qui est mauvais, c'est vous retrouver devant les tribunaux pour vous livrer un spectacle. Alors là, lorsque le monde entier va s'en saisir, ça sera un coup pour les investisseurs qui pourtant doivent arriver en masse au Cameroun pour absorber la masse des chômeurs qui s'agrandit chaque année. Et de tels comportements ne permettent pas à ces investisseurs d'avoir entièrement confiance. De toute façon, le chef de l'État est désormais saisi pour cette affaire et forcément, il saura quoi faire. Madame, messieurs, nous avons pratiquement grignoté quelques minutes pour aller au tréfonds de ce dossier très intéressant également. C'est notre devoir de vous renseigner tout le matin sur ce qui se passe en Afrique. Nous vous remercions de votre aimable attention et certainement ne quittez pas puisque la suite derrière moi, vous aurez tout le round-up de l'actualité africaine à travers le relais d'Afrique. Et forcément, je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci à vous et très bonne journée.